Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Que disent deux philosophes lorsqu'ils se rencontrent? Que disent deux philosophes lorsqu'ils se rencontrent et qu'il s'agit d'évoquer le débat sur la fin de vie? Dimanche dernier, Emmanuel Macron annonçait dans une interview croisée à La Croix et à Libération un projet de loi imminent sur la fin de vie. Les débats autour du texte ne devraient débuter qu'au mois de mai à l'Assemblée nationale, mais le projet suscite déjà la controverse au sein de la société et des institutions françaises, en cause notamment l'expression d'aide à mourir, mise en avant par le président de la République et qui fait craindre à certains une dérive de l'État, de la médecine, ou bien des deux, de la médecine entre les mains des hommes de l'État. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jacques Ricot. Bonjour. Bonjour. Jacques Ricot, vous êtes philosophe, chercheur associé au département de philosophie de Nantes. On vous doit penser la fin de vie, l'éthique au cœur d'un choix de société aux éditions IG. J'ajoute aussi que vous êtes membre du mouvement des bénévoles d'accompagnement jusqu'à la mort. Accompagner la vie, c'est ainsi que se nomme cette association à laquelle vous appartenez. Frédéric Worms, bonjour, vous êtes philosophe, les auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes directeur de l'ENS Ulm, membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, mais on vous entend aussi sur les ondes de France Culture, et j'ai d'ailleurs sous les yeux l'ouvrage Le pourquoi du comment, philosophie pour mieux vivre, une coédition France Culture. Flammarion, Frédéric Worms, j'ai cru comprendre que la philosophie aidait à mourir. C'est vrai ça ? Merci beaucoup d'abord Guillaume Erner de cette invitation. Juste une précision, j'ai été membre du comité d'éthique et j'ai fini mes mandats avant d'ailleurs la discussion sur la loi actuelle ou sur les sujets dont on va parler ce matin. La philosophie pour moi fait partie des inventions des humains contre la mort. Pas du tout, juste, en tout cas pour être fasciné par la mort. Je pense que la philosophie nous aide à vivre malgré et contre la mort, mais en l'admettant. C'est-à-dire en admettant le négatif qui fait partie de la condition de tous les vivants, qui est la mort contre laquelle les vivants luttent. Et même, il faut lutter contre toutes les formes de mort, par exemple la mort violente, la mort guerrière, la mort qui s'imposerait d'une façon ou d'une autre. Et donc, non, je pense que la philosophie doit aider les humains justement à lutter contre, à admettre ce négatif dans l'être, dans l'existence, il fait partie mais à le refuser. Et même, je pense que c'est la mort qui donne un sens positif à la vie. C'est le refus de la mort qui donne un sens positif à la vie. Ça vous surprendra peut-être, puisque d'une certaine manière, je pense que même ces sujets tragiques dont on débat, qui se situent à l'extrême pointe de la lutte des humains contre la mort, en admettant parfois le tragique, se situent encore dans cette lutte. Mais alors, est-ce que vous êtes plus sage que moi? Je sais que vous êtes plus sage que moi, Frédéric Worms, parce qu'on se connaît un peu, mais à force de lire de la philosophie, à force d'étudier effectivement les philosophes, est-ce qu'il y a effectivement une attitude par rapport à la mort qui est, je ne sais pas, plus rationnelle, plus pondérée chez les philosophes que les autres humains? Je pense que si la philosophie n'aidait pas à construire effectivement une sorte de position sur la question de la mort en général, et même qui nous aide à vivre, encore une fois, où il y a un test vital, une sorte d'épreuve vitale de ce que l'on dit et ce que l'on soutient philosophiquement. Le rapport à la vie et à la mort, c'est le problème fondamental des humains, et ça passe par des questions de principe. Et justement, de la refuser tout en admettant son existence et en admettant la part de tragique, construire une vie et même une vie heureuse avec les autres humains, je pense que ça aide effectivement à admettre le négatif en le refusant. Et donc oui, je pense que la philosophie peut aider, mais non, je pense qu'elle ne peut pas tout résoudre. Et même, il y a une très grande humilité de la philosophie devant les médecins, devant les passions, devant la peur, devant l'angoisse, aussi devant la joie, la possibilité aussi de ne pas être hanté par la mort. Il y a des très grands philosophes comme Spinoza qui ont dit « l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort ». Il faut lui faire une sorte de place, la délimiter, la circonscrire, la refuser pour que la vie ne se réduise pas à ce combat négatif, évidemment. Donc oui, je pense que la philosophie peut nous aider à mieux vivre, comme je le dis, mais pas à atteindre une sorte de bien abstrait et absolu et à faire comme si la mort n'existait pas. Alors justement, la différence entre l'abstrait et le concret, Jacques Ricot, donc vous êtes philosophe, je l'ai dit, mais vous avez aussi l'habitude d'accompagner donc des êtres humains en fin de vie. Si vous deviez comparer justement la réflexion philosophique avec la concrétude donc de ces moments que vous passez avec des mourants.
Pas facile de résumer, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, depuis 32 ans, j'accompagne de façon très très régulière les soins palliatifs, du côté du bénévolat d'accompagnement et surtout du côté des soignants. Et c'est cela qui m'a donné cette expérience dont nous allons parler ensemble. Et j'ai un grand plaisir à retrouver ici mon ami Frédéric Worms, même si nous ne partageons pas l'intégralité de nos convictions. C'est pour ça que vous vous retrouvez d'ailleurs. Peut-être, mais pas Une sorte de seulement. Je discussion pense au long que cours aussi, oui. oui, ça fait quand même plus de 15 ans, ou 20 ans peut-être que ce dialogue existe entre nous. Mais laissons cela, si vous voulez, pour notre vie privée. Et j'en viens à votre remarque. Oui, je suis un philosophe de terrain. C'est-à-dire que je ne me suis pas permis de calquer, de décalquer des convictions philosophiques issues de notre grande tradition. Alors vous allez dire, par exemple, Aristote, eh bien, il est contre le suicide, ou Kant, il est contre le suicide, mais Sénèque, il est pour, Montaigne, il n'est pas vraiment contre. Enfin, on peut évidemment voyager bien. Et pour ce qui me concerne, et pour faire écho à ce que vient de dire Frédéric, je dirais qu'il y en a un philosophe qui m'a beaucoup intéressé, c'est Kierkegaard. Lorsque il s'est affronté à Épicure, qui disait toujours la mort c'est rien, faut pas la craindre, etc. Et Kierkegaard dit d'accord, il faut pas la craindre. Mais le fait que la mort soit notre horizon, ça colore notre existence d'une manière singulière, d'une manière différente. Et donc la mort a une vertu en quelque sorte rétroactive. Quand Spinoza dit que la philosophie c'est apprendre à vivre plutôt qu'à mourir, contredisant un peu Montaigne ici, il veut simplement dire qu'une vie réussie, et c'est peut-être là que le philosophe a quelque chose à dire, c'est une vie qui ne nie pas qu'elle se terminera un jour. La finitude est là, et donc la mort a une vertu rétroactive pour nous aider à mieux vivre cette existence dont Frédéric disait tout à l'heure à juste titre que c'était une existence contre la mort. Une culture de la mort, c'est plus une existence. Je veux dire, quelqu'un qui passe son temps, et il y en a qui sont comme ça aujourd'hui, à craindre leur mort ou à craindre la façon même dont ils vont mourir, ben, évidemment, c'est très anxiogène, c'est terrible. Moi qui aurai 80 ans l'année prochaine, Dieu merci, je ne passe pas mon temps à me dire comment ça va se passer. Parce que j'ai la chance de ne pas avoir encore une pathologie qui s'est déclarée de façon très très précise. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette société qui est hantée, mais vraiment obnubilée? Vous trouvez que notre société est plus hantée par la mort que les sociétés précédentes, parce que les sociétés religieuses sont hantées. Oui, non, mais bien entendu, mais bien entendu, toutes les sociétés sont hantées par la mort. C'est pas ça que je veux dire. La nôtre est très différente. Elle est hantée par les conditions du mourir. Et c'est justement peut-être une façon pour moi de ne pas regarder en face précisément la mort. Contrairement à ce qu'a dit notre président l'autre jour, contredisant La Rochefoucauld, la mort ne se regarde pas en face. Jacques Ricot, vous n'avez pas répondu à ma question. Ces gens que vous accompagnez vers la mort, ces mourants, que vous ont-ils appris? Je ne les accompagne pas vers la mort, je les accompagne dans la vie. Et ça, c'est très important, parce qu'il n'y a pas de différence. Il y a aucune... Alors voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai appris. En revêtant une blouse blanche, en allant dans les services, entre autres. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les derniers instants et les premiers instants et les instants du milieu de la vie. C'est toujours de la vie. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, qu'on apprend justement au contact des personnes qui sont au chevet clinique, qui sont au chevet des soins. Et ça, c'était ma grande leçon. Je vous avoue que j'ai mis 8 ans avant d'oser prendre la parole publiquement sur ces questions, parce que c'était d'une complexité redoutable. Et j'ai fini par comprendre ça. La fin de la vie, c'est d'abord la vie. Frédéric Worms. Oui, pardon. Je suis très frappé par ce que vient de dire Jacques Ricot, et notamment sur cet accompagnement de la vie. Ricoeur disait justement vivant jusqu'à la mort, et je pense que c'est effectivement le cas. Il y a juste un point peut-être qui nous amènerait déjà finalement au cœur du débat, encore une fois, qu'il faut considérer comme tragique, de la fin de vie et de l'aide à mourir. C'est pas une obsession des gens, il me semble, dans nos sociétés sur les conditions de la mort en général. C'est paradoxalement, il me semble, le débat auquel on assiste aujourd'hui, les sujets qui émergent aujourd'hui viennent d'une société du soin. D'une société où justement l'accompagnement s'est beaucoup construit. Et on assiste aujourd'hui plutôt, me semble-t-il, à une projection des humains qui ont conscience dans nos sociétés de l'accompagnement justement qui est celui des proches, des soignants. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer l'individu abstraitement. Et ils se projettent dans ces situations tragiques, je dirais, non pas par obsession de la mort,
Mais justement, comment une société humaine qui a construit cet accompagnement peut aller jusqu'aux limites de la condition, justement, des humains et accompagner jusqu'au tragique, je dirais, dans sa limite un petit peu critique. Moi, je défends justement une sorte de vitalisme critique avec l'acception du négatif, mais justement cette limite critique en franchissant d'abord tout le reste, en étant accompagné effectivement jusqu'au bout. Mais je ne crois pas que ce soit une obsession en effet plus morbide que dans les autres sociétés. Je crois qu'au contraire, les conditions du débat montrent que c'est dans une société J'ai même l'impression que la mort est voilà. plus escamotée dans notre société qu'auparavant. Alors, je dirais pas ça non plus. Je ne sais pas ce qu'en pense Jacques Ricot sur ce point. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une sorte de... On ne voit pas de mourants. Ou pas, enfin. Moi, il me semble que il y a dans les services justement de soins palliatifs, dans la médicalisation du domicile parfois, parce que c'est parfois à domicile, je pense que le combat contre la mort prend une place assez humaine et que les médecins ne sont pas des gens qui escamotent la mort, en tout cas. Non, je ne parle pas d'eux, mais je parle de la société. Mais on a cette nostalgie parfois d'une société où la mort est ritualisée au cœur du domicile, de la vie sociale. Elle est liée d'une autre façon aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Alors je maintiens qu'il faut faire une distinction entre la mort, dont on ne se préoccupe guère, et vous avez raison, tout le monde dit qu'on l'occulte, mais personne ne veut définir ce que ça veut dire cette occultation. C'est vrai que pour moi, les enfants devraient être présents quand le grand-père décède, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis d'une génération où la chose se produisait. Aujourd'hui, un corbillard dans la rue, ça gêne la circulation. Bon, on n'est plus du tout dans la ritualisation dont vient de parler Frédéric. Et justement, c'est une de mes thèses. Je tiens que cette obsession des conditions du mourir aujourd'hui, parce que dans la réalité, quand les services sont bien formés et quand les soins palliatifs sont bien développés, on n'a pas ces problèmes dont on nous repaît à longueur d'antenne de télévision en particulier, et pas France Culture quand même, qui est sérieux sur cette question. Eh bien, on s'aperçoit que la vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est vraiment cette angoisse qu'il y a, et si il m'arrivait, ou s'il arrivait à mes proches, de souffrir en mourant. Et c'est vrai que ça se produit. Et c'est vrai que c'est ça qui nous obsède. Mais c'est peut-être au détriment de ce fameux exercice de la mort, pour faire un peu le savant, de ce mélété thanatou dont parlait Platon dans le Phédon. Cet exercice de la mort, cette ascèse de la mort, cette curiosité que nous avons pour ce qu'est la mort, qui aujourd'hui est en train de disparaître de notre horizon au profit des seules questions du suicide, de l'euthanasie, etc. Jacques Ricot, Penser la fin de vie, l'éthique au cœur d'un choix de société, c'est aux éditions IG. Frédéric Worms, Le pourquoi du comment, philosophie pour mieux vivre, aux éditions Flammarion, France Culture, 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous retrouvons nos deux invités pour débattre sur la fin de vie, sur le projet de loi qui a été annoncé dimanche par Emmanuel Macron. Nous sommes en compagnie de Jacques Ricot, philosophe. On vous doit penser la fin de vie, aux éditions IG. Frédéric Worms, directeur de l'ENS. Vous publiez Le pourquoi du comment, philosophie pour mieux vivre, une coédition Flammarion, France Culture. Frédéric Worms, que retenez-vous des propos du chef de l'État ? En fait, Guillaume Erner, j'en retiens une assez grande précision. Je pense qu'il y a eu tout un travail, que beaucoup de gens s'étonnent d'ailleurs que ces sujets qui ont une certaine urgence vitale pour chacune et pour chacun quand ils surviennent, prennent du temps dans la société. Mais moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça bien, en fait. Non seulement normal, mais bien, parce que on doit discuter des limites, des seuils, des arguments. Et finalement, moi, ce qui m'a frappé dans ces propos, c'est une assez grande précision. Par exemple, reprendre la notion d'aide à mourir, c'est pas juste une sorte de formule magique, une sorte de truc inventé pour ne pas employer d'autres mots. Même si c'est comme ça quand même qu'il le présente, je trouve. C'est pour ne pas dire, et je pense que c'est en effet très juste, euthanasie par exemple. Mais aide à mourir, c'est une notion assez précise qui vient dans l'éthique médicale française de la question du soin, sur laquelle je pense qu'il faut vraiment travailler. Et parce que, précisément, l'aide, ça n'est pas un soin, ça n'est plus un soin. Moi, c'est ma formule aujourd'hui. Il faut avoir traversé tous les soins, c'est extrêmement important. Mais la position, par exemple, des soins palliatifs, la position des médecins, des soignants, c'est de dire, ce geste contredit le soin. Ça n'est pas un soin que, en effet, d'avoir l'intention même en répondant à une demande,
de produire activement la mort, alors que jusqu'ici, on a dans la loi existante des gestes qui entraînent indirectement la mort, mais qui sont des soins, parce que leur but est de soulager la souffrance. Parler d'aide, c'est dire qu'on a traversé le soin, mais que ça n'est plus un soin. Et le rôle des médecins va être critique, parce qu'ils vont devoir dire à quel moment on a franchi les seuils du soin ultime, une formule qu'on a partagée à un moment avec Jacques Ricot ici présent. Mais il faut avoir traversé tout le soin pour parvenir à la question de l'aide. Et puis il y a 2-3 autres points où il est très précis, même si on n'a pas encore le projet de loi. C'est par exemple le type de personnes à qui c'est ouvert, en possession de leurs moyens, pas les enfants, en situation d'incurabilité et de souffrance intolérable à court ou à moins court terme. Jacques Ricot, Emmanuel Macron dit qu'avec ce texte, je le cite, on regarde la mort en face. C'est également ce que vous pensez ? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on regarde la mort en face. D'abord, elle ne peut pas se regarder en face. Vous vous souvenez de la formule célèbre de La Rochefoucauld qui dit que ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder. Je ne crois pas qu'on puisse regarder la mort en face. Non, c'est une illusion. Ce qu'on peut regarder peut-être en face, c'est les conditions du mourir. C'est tout à fait autre chose, bien entendu. Je ne partage pas l'optimisme de mon ami Frédéric Worm parce que je ne trouve pas que ce vocabulaire utilisé par Emmanuel Macron soit très précis. Aider à mourir, c'est en effet ce que font depuis longtemps, là-dessus on est d'accord, les soins palliatifs, et les soins tout court d'ailleurs, mais dans le texte de l'entretien, l'aide à mourir a un tout autre sens. C'est non plus aider à bien vivre les derniers moments de la vie, c'est bel et bien faire mourir la personne. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Et c'est là qu'il y a quand même dans le vocabulaire ce que je crois être comment dire, pour pas être trop violent dans la critique, quand même un dévoiement du lexique. Un dévoiement du lexique. La première phrase de Macron dans cet entretien, c'est « Les mots ont de l'importance et il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté ». Je suis désolé, mais il crée des ambiguïtés. Pourquoi ? Il nomme pas le réel. Il ne parle jamais d'euthanasie. Il ne parle jamais de suicide assisté. Par contre, les gestes qu'il décrit sont clairement le fait d'administrer la mort à autrui par le biais de l'euthanasie, ou bien le fait de fournir un poison mortel à quelqu'un qui l'absorbera. Donc, on ne peut pas parler d'aider à mourir. Jacques Ricot, parce que il répond à cette remarque, Emmanuel Macron, dans l'entretien, il dit « Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. » Mais bien sûr que si. On va le voir dans un instant parce que je suppose qu'on va aller dans l'ordre. La proposition de Emmanuel Macron, s'inspirant d'ailleurs d'un avis très, très discutable du Comité consultatif national d'éthique produit en septembre 2022, était que ce n'est pas bien de faire mourir quelqu'un. Par contre, on ne doit pas l'empêcher de se suicider s'il le désire et même on doit lui en donner les moyens dans certaines circonstances, dans certaines conditions délimitées. Mais la question de l'euthanasie était déjà installée comme si on avait mis un pied dans la porte, ce qu'aucune législation n'avait fait d'ailleurs, hein. Ni les Suisses, ni les 11 États des États-Unis qui ont dépénalisé plus exactement le suicide assisté, n'ont autorisé des euthanasies dans des circonstances exceptionnelles. Or, Macron, reprenant ici le CCNE, lui dit qu'il y a des situations où il faut euthanasier. Donc, quand il dit que l'euthanasie, c'est faire mourir quelqu'un délibérément, il ne se trompe pas de mots, sauf que c'est bien ce qu'il va dire ensuite, en n'utilisant pas de mots, justement. Et là, pour moi, il y a quand même un problème d'éthique du lexique, Frédéric. Qu'est-ce que je vois justement Frédéric Worm froncer les sourcils. Oui, moi je pense que le mot euthanasie est non seulement surchargé d'une histoire terrible, mais tout à fait général. Il s'agit de donner une bonne mort, puisque le préfixe « veut dire bien, comme euphorie, par opposition à dystopie, utopie, etc. Or, c'est extrêmement général et ça peut être extrêmement violent. Et donc, il ne faut pas utiliser ce mot, à mon avis aussi, parce qu'il ouvre toutes sortes non seulement de fantasmes, mais de possibilités. Il ne faut pas utiliser le mot, mais est-ce qu'on utilise la chose? Mais non, parce que aide à mourir, ça veut quand même dire des choses assez précises. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit vague et que ça ouvre toutes les portes. Après, il faudra qu'il y ait des verrous dans cette loi, c'est très clair. Mais par exemple, aide, ça veut quand même dire qu'il y a une demande. Effectivement, c'est très clair. C'est si quelqu'un le demande, et même dans cette demande, c'est pas une demande abstraite d'une personne, même pas à répétition. Je pense que ça suppose un accompagnement et une critique aussi de cette
demande, et un dialogue. Et puis aide à mourir, ça veut pas dire la mort en général. Ça veut dire que la mort est inéluctable. Ça veut dire que la mort est déjà là. On parle de l'incurable, on parle du tragique. Et moi, c'est pour ça que je ne crois que le mot d'euthanasie ouvre une sorte de fantasme, en effet, de toute puissance. Alors que aide à mourir, on est dans le tragique. Mourir, c'est pas on n'est pas en train de légitimer. Même le mot suicide est très dangereux aussi. Parce que le suicide, en général, reste quelque chose contre lequel il faut lutter. Ne pas aider quelqu'un à se suicider en dehors de cette situation tragique, c'est un crime. C'est de la non-assistance à personne en danger. Donc moi, je crois qu'au contraire, ces deux mots sont trop généraux. Je crois qu'en effet, la réflexion de Camus, selon laquelle mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, s'applique effectivement ici. Et que aide à mourir, ça peut paraître, mais c'est l'aboutissement. Les notions de bioéthique sont des constructions très fragiles. Par exemple, le don d'organes, le don même d'une personne décédée peut donner. Un donneur décédé, c'est quelque chose qui est dans la loi de bioéthique. C'est des paradoxes éthiques très précis. Et je crois qu'aide à mourir, si on prend bien mourir comme l'inéluctable de l'incurable, et aide comme la réponse à une demande tragique, on est quand même plus précis que Jacques Ricot ne vient de le dire. Bon, alors, Jacques Ricot, je vais tourner la question autrement. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de la part du chef de l'État ? Un acte de courage politique et une manière de suivre celui qui a été à un moment donné son maître à penser, comme il l'est d'ailleurs pour une part celui de Frédéric Vance et de moi-même, Paul Ricoeur. C'est vrai. Paul Ricoeur connaissait très très bien la problématique des soins palliatifs, contrairement à beaucoup de philosophes. Aujourd'hui, dans la constellation philosophique française, à part Frédéric qui connaît le sujet des soins palliatifs, je ne vois pas de philosophe capable d'avoir l'expérience qu'avait Paul Ricoeur dès les années 90 des soins palliatifs. Or, moi j'avais discuté avec lui de ces questions de façon très très approfondie, et d'ailleurs il s'est exprimé lui-même par écrit. Il était très très hostile à franchir cette ligne rouge qui consistait pour une société à donner la permission de faire mourir autrui, fût-ce à sa demande. Pourquoi ? Ricoeur était très clair. Pourquoi ? Parce que justement nous ne sommes pas dans une société où la coexistence des libertés individuelles suffit à faire société précisément. Parce que justement, une fois que vous avez mis le petit doigt dans cet engrenage, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations exceptionnelles, et on va en parler, j'espère, avec Frédéric, eh bien, une fois que vous avez mis le petit doigt dans cet engrenage, vous êtes certain, comme le dit très très bien une tribune de Libération ce matin, sous la plume du professeur Jean Lacaux Saint-Guilly, cancérologue, professeur de médecine, il y a une logique mortelle qui s'impose. Regardons les laboratoires qui sont tout près de chez nous, en Belgique, en Hollande, au Canada, et on aura la suite de ce qui va commencer en France. Mais alors, Jacques Ricot, est-ce que c'est quelque chose de juste de disqualifier une mesure au nom de ses excès ? Parce que on voit bien ce que vous pointez, mais il y a des situations, effectivement, où il y a une véritable souffrance et cette souffrance n'est pas apaisée. Est-ce que il n'est pas nécessaire de légiférer là-dessus sans évidemment entrer dans cet engrenage que... Je vais dans votre sens. Il y a aujourd'hui, d'après les calculs de la Cour des comptes, à peu près 500 personnes qui chaque jour décèdent et qui auraient mérité des soins palliatifs et qui ne les ont pas. Comment voulez-vous qu'en effet, moi le premier, quand nous sommes les témoins de douleurs insupportables, mal soulagées en fin de vie, comment voulez-vous que nous ne soyons pas pour achever cette vie ? Je serais peut-être le premier, moi, à transgresser le principe qu'ici je me donne. Parce qu'en effet, c'est insupportable. La question, elle n'est pas là. Elle est, comme le disait si bien Robert Badinter. J'avais été auditionné comme lui à la même session en 2008. Il avait préfacé le livre de Leonetti, c'était quand même singulier. Je suis d'accord avec Robert Badinter. Une loi, c'est une représentation expressive des valeurs d'une société. Ça exprime les valeurs d'une société. Et donc, ça n'est pas la même chose de transgresser cette loi dans des cas exceptionnels, dont je tiens à dire d'ailleurs qu'ils sont bien plus exceptionnels qu'on ne le dit, malgré l'effet de loupe médiatique, parce que, encore une fois, quand une personne est vraiment prise en charge, la seule étude scientifique dont nous disposons, nous savons que ce n'est pas 95% des personnes qui réclament l'euthanasie quand elles sont bien portantes. Quand elles sont mal portantes, savez-vous combien il en reste ? 0,3%. Et non pas 3%, selon un contresens qu'avait d'ailleurs fait le Comité consultatif national d'éthique à l'époque. Eh bien, lorsque les choses sont vraiment prises en compte, on n'a plus cette demande en fin de vie. Alors il y a des gens qui ne veulent pas
qui veulent mourir. C'est tout à fait autre chose. Autre chose, c'est ce mais- que vous sous-entendiez il y a quelques instants, Jacques Ricot. Chacun, hélas, a connu cette situation. Et lorsqu'on est dans une situation où on est en fin de vie avec des souffrances, même entrer dans des soins palliatifs est parfois quelque chose d'impossible parce qu'il n'y a pas de place, parce que là aussi, il y a un certain nombre de tous démarches. d'accord, j'espère que c'est assez glauque de dire ou de laisser entendre que parce qu'il n'y a pas de place des soins palliatifs, en effet, l'euthanasie est la solution, ou le suicide assisté. Non, ce n'était pas ce que je voulais dire. Non, Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'aujourd'hui on veut entrer dans un service de soins palliatifs, il y a un certain nombre de démarches à accomplir qui parfois n'aboutissent pas parce que malheureusement il n'y a pas assez de services de soins palliatifs. Oui, nous sommes bien d'accord, et vous saurez... Mais parfois on ne le sait pas parce mais que... Je vous avais bien compris. Autrement dit, il sera bien plus facile d'accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté que d'accéder aux soins palliatifs. C'est ça que vous dites. En tout cas, la configuration actuelle, Donc, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place dans ces services de soins palliatifs. Hélas, on est beaucoup à l'avoir constaté, Frédéric Worms. Oui, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Celui-ci, sur les soins palliatifs, qui est crucial. Et même moi, je pense qu'il faudrait, dedans ou à côté, c'est annoncé, des grandes mesures, un plan pour les soins palliatifs. Il faudrait même une loi sur les soins. Mais il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, qui est le point crucial, au fond, c'est la question de la loi. En tant que tel. Paul Ricoeur, en effet, comme Georges Canguilhem, disait il y a des exceptions tragiques et le médecin, on a cette figure du médecin de famille, là aussi on l'a tous rencontré, qui, au terme d'un parcours d'accompagnement et avec les proches, avec la personne, des gens qui ont lutté contre la mort ensemble, et encore une fois, moi je m'élèverai toujours contre les gens qui font de la mort une valeur positive. Personne, je pense, n'a ce droit. Mais on sait bien que le médecin peut faire un geste de transgression, qui va être d'ailleurs souvent acquitté par la loi. C'est un modèle que Paul Ricoeur défendait, et Georges Canguilhem, au grand philosophe du soin et de la médecine aussi, il disait, voilà, un médecin dans son âme et conscience peut faire quelque chose, si la loi l'interdit, il peut être même jugé, ça montre qu'il y a des limites, qu'il y a du tragique, mais quand la loi l'autorise, c'est vrai qu'il y a un risque. Moi, je partage la conscience totale de ce risque. Ce risque, comme vous le disiez, Guillaume Erner, ce risque est un risque de dépassement des limites qu'il faut absolument poser, puisqu'on est dans cette circonscription d'une zone de tragique. Pour moi, la seule légitimité d'instituer, au fond, ce tragique, d'instituer cet espace extrême, au-delà même du soin ultime, c'est parce que les citoyens, les sujets se projettent dans cette situation à l'avance, et que finalement, ça peut apaiser toutes les demandes, y compris celles de soins palliatifs, y compris de ne pas y recourir, si on sait qu'il y a un espace de discussion ouvert au terme du bout du chemin. Et l'ouverture de cet espace, c'est une position qui est cohérente en un sens, il me semble, en espérant que les soins palliatifs et les autres soins, d'abord les soins curatifs, bien entendu, il faut donner des moyens aux hôpitaux. Il y a évidemment une grande crainte, que c'est le contexte. Et je crois que là, c'est là qu'on peut dire, voilà, il faut une grande cohérence politique. Il faut beaucoup d'investir sur l'hôpital en général, sur la médecine, sur la recherche aussi, sur la science, et sur les soins palliatifs en leur donnant toute leur positivité. On partage depuis longtemps avec Jacques Ricot, avec beaucoup d'autres. Enfin, cette expression de soins palliatifs fait peur parce que on a l'impression que c'est des soins par défaut, des soins mortuaires. C'est pas du tout ça. C'est des soins médicaux encore. Il y a beaucoup de médecine parce qu'il y a de la souffrance à soulager avec beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de présence humaine. Il y a la place des proches, comme au début de la vie. La médecine a fait un progrès magnifique d'accompagnement. C'est pour ça aussi que la pandémie a été si tragique, où tout à coup on ne pouvait plus accompagner. Donc effectivement, il y a tout ce contexte. Je crois simplement, effectivement, la question de savoir s'il faut instituer le tragique en le maintenant comme tragique avec des conditions, des verrous extrêmement clairs, et en renforçant tout ce qui peut le précéder, qui doit le précéder, qui doit s'y opposer aussi. Je pense que c'est un débat, en effet, un grand débat. Et que le recours à la loi, en effet, n'a rien d'anodin, mais la justification de la transgression par le seul médecin, sans donner à la parole du patient une sorte de légitimité, un peu de principe, finalement, dans ces situations extrêmes, je pense que ouvrir cet espace intime, post-soin, finalement, après le soin ultime, est une demande assez profonde des êtres humains encore dans la relation avec les autres, avec soi-même et avec la société.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Ricot? Eh ben, je pense de façon très très voisine la même chose que Frédéric, avec des petites nuances quand même. Et l'une en particulier, ce que tu viens de dire, c'est la position de Georges Canguilhem. Oui, il pensait que dans l'intimité, un médecin pouvait, avec son patient, régler des situations délicates et qu'il fallait surtout pas que la loi s'en mêle. Tu te souviens d'expressions qu'il utilisait? Les années 70 aussi. Hein, oui, quand même, d'accord. Vrai. Oui, mais il disait, il était sur cette question de la fin de vie. Si on autorisait une transgression, il avait ce mot quand même très fort. Il est nocif. Il est nocif de légiférer. Quant à Ricoeur, c'était pas exactement sa position. Sa position, c'était pas du tout d'estimer que la loi pouvait prévoir des exceptions. C'était de dire que c'était au juge, au judiciaire et non pas au juridique de s'en soucier, de s'en occuper. Et donc, évidemment, il recourait à l'équité aristotélicienne qui devait, chaque fois que la loi était trop abstraite, donner évidemment la solution. Bon, donc, ce que j'attends de Macron pour répondre à votre question, c'est d'avoir le même niveau que celui de Badinter, qui, contre les sondages de l'époque, a eu le courage d'abolir la peine de mort. Mais alors, dans la transposition que l'on pourrait faire de ce courage-là à la fin de vie, qu'est-ce que ça donnerait, Jacques Ricot? Ça donnerait un Macron qui dirait « j'ai tort ». Je me trompe quand j'ouvre cette voie qui, de toute façon, comme un trou dans une digue, ne fera que s'élargir. Je prends la précaution des mineurs, je prends la précaution des verrous dont parle Frédéric. Je n'y crois pas une demi-seconde. Je voyage au Canada, je sais ce qui s'est passé là-bas. Je voyage en Hollande, je voyage en Belgique, je vois ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai que les verrous ne seront pas. Mais vous pensez que les sociétés canadiennes ou hollandaises sont moins humaines que la nôtre? Alors, je dirais qu'elles sont aussi démocratiques que la nôtre, mais je ne pense pas qu'elles soient en effet très humaines. Si j'ai préfacé un livre de soignants belges refusant l'euthanasie, c'est parce que je considère que l'humanité et l'avenir est de leur côté. Et donc, moi, je ne parle pas du présent, je parle de l'avenir, de l'avenir de nos sociétés qui, en effet, finissent par considérer comme normal. Il faut lire l'article de Libération de ce matin du professeur Jean Lacaux, j'y reviens, parce qu'il dit très très bien qu'on s'habitue. On s'habitue. 15% des décès dans certaines régions des Pays-Bas par euthanasie aujourd'hui. Et encore, c'est des chiffres officiels qui ne tiennent pas compte des chiffres officieux. Mais ça signifie peut-être qu'il y a 15% de ces patients en fin de vie qui souffraient ou qui étaient dans une situation à la fois d'être malades d'une maladie incurable. Mais je vous invite à aller en Hollande, je vous invite à écouter les personnels qui ont été pendant très longtemps partisans de l'euthanasie et qui en reviennent aujourd'hui. Et donc, non, c'est pas vrai. On peut pas dire qu'il y a 15% de personnes qui ne bénéficient pas de... Non, c'est plus vrai. Ça veut dire que vient un moment où il est normal, il est intégré que lorsque ma vie est un fardeau, il est normal que je m'en aille. Frédéric Worms. Oui, moi je crois qu'il y a un risque, c'est évident, dans une conception très abstraite et aussi très théâtralisée par certains et parfois avec je dirais pas des perversités, mais en tout cas des ambivalences vis-à-vis de la mort. Et en effet, il faut lutter contre ce que les psychiatres et les psychanalystes, mais pas seulement eux, appellent la pulsion de mort. Il y a en effet voilà, je pense que quand un homme qui n'est pas encore, ou une femme qui n'est pas encore en train d'être dans l'incurable et dans cette souffrance, met en scène un choix délibéré un peu abstrait de mettre fin à sa vie avec l'aide d'un service et d'une loi. C'est très dangereux parce que ça donne cette image d'une sorte de service abstrait qui est fourni. C'est je crois, pourquoi le rôle des médecins est absolument critique, absolument fondamental. Et d'ailleurs, la situation que décrivaient Ricoeur et Canguilhem, c'est effectivement la fin de vie est accompagnée par la médecine. La médecine comme philosophie première chez Georges Canguilhem. C'est vraiment la médecine qui est la technique humaine de lutte contre la mort. Et il y en a d'autres, comme le droit, la justice, bien sûr, et peut-être même un peu la philosophie. Mais sans le médecin, on ne peut pas. Et c'est pour ça que la place du soin, la place du soin curatif, puis du soin palliatif est absolument centrale. Et on peut en tout cas reconnaître que cette place a été ménagée dans le débat. C'est une loi unique qui devrait parler d'un renforcement des soins palliatifs. Donc l'encadrement par la médecine que certains refusent, effectivement, disent mais pourquoi encore les médecins? Pourquoi passer par cette situation critique? Pourquoi passer par la discussion avec les médecins, par l'avis médical? Je pense que c'est absolument fondamental. Personnellement, je pense que, et tout le monde le sait, personne n'a envie de décider abstraitement, ni pour soi-même, ni pour ses proches, sans cet accompagnement, cet avis, y compris sur une forme d'objectivation de la souffrance et de prise en charge de la souffrance psychique et de prise en charge de la souffrance des proches, et ça suppose des grands moyens sociétaux. Et donc le soin, c'est pas un mot de béni oui-oui, de bons sentiments, c'est le cœur du sujet.
jusqu'au bout et un tout petit peu au-delà, mais pas sans le soin, pas sans les médecins. Ça, c'est certain. Tchèque Rico. Ce que j'aime bien dans le propos de Frédéric Worms, c'est que lui, au moins, il a le courage de dire que ça n'est pas un soin, le fait d'arrêter le soin. Et ça, si au Ça moins... n'est plus un soin. Voilà. Ça n'est plus un Mais soin. ça suppose un parcours du soin. Bien entendu, mais ça n'est pas un soin. Et là, on voit très bien les dérives. Au Canada, c'est un soin. Vous avez un fléchage. Vous allez soins palliatifs ou euthanasie? Qu'est-ce que vous préférez? En gros, on en est là. Il ne faut pas s'étonner si 30% chaque année en plus arrivent à l'euthanasie. Au Québec, on en est à 6,5%. Ça prend des proportions absolument incroyables. L'élève canadien a dépassé le maître belge depuis très très longtemps, d'ailleurs. Hein. Donc, les verrous, je n'y crois pas une demi-seconde. Pas une demi-seconde. Frédéric Worms, le mot de la fin. Je pense que si. La fin. Quelle fin? La fin. Moi, j'ai une thèse sur la fin qui est de dire qu'il faut ni dans le fini ni dans l'infini, mais dans des choses qui ne sont pas finies. Il y a des choses qui continuent effectivement, mais la fin de vie, malheureusement. Je ne sais pas si ça va s'appliquer au débat du jour. Au débat du jour, il y a une horloge, et puis la fin de vie, c'est quand même quelque chose de très sérieux, avec une discontinuité. C'est pas juste la fin de la vie, il y a un saut dans une étape qui est malheureusement marquée par le tragique et par. Voilà. Les verrous, moi, j'y crois. Sinon, on peut pas croire à la loi, au droit, à la société. Évidemment, dans ce cas-là, il faudra qu'il soit très institué. Il y a des verrous sur d'autres lois, au fond, qui marquent des seuils critiques, parfois tragiques, comme sur la légalisation de l'avortement, aussi bien médical que volontaire. Donc, il y a des verrous ici par exemple, des critères de durée. On n'a pas parlé du temps, mais c'est absolument fondamental, bien entendu. Et donc, moi, je pense que la société repose en effet sur la croyance et la confiance dans des verrous. Mais le cœur, ça va être exactement là pour l'avenir. Frédéric Worms, le pourquoi du comment, philosophie pour mieux vivre, une coédition France Culture, Flammarion, Jacques Rico, penser la fin de vie, l'éthique au cœur d'un choix de société aux éditions IG.